Du coup, bienvenue dans ce webinaire sur l'hypersensibilité chez les adultes et chez les enfants. C'est un webinaire qui est fait dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles en version numérique. Et du coup, bienvenue à tout le monde et je vous laisse entre de bonnes mains et bonne écoute. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis Fabienne Broucaret, je suis journaliste. Je suis la fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, qui est dédié au bien-être au travail et à la qualité de vie au travail. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde sur l'hypersensibilité chez les adultes et les enfants, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et ça va faire du bien d'avoir trois invités pour nous éclairer sur ce sujet-là et puis pour nous transmettre aussi des conseils pour bien vivre son hypersensibilité au quotidien. Alors, je vais commencer par vous présenter nos trois intervenantes et n'hésitez pas aussi à utiliser le chat. Vous pouvez nous poser des questions. On gardera 10 minutes à la fin pour poser toutes vos questions. Et puis moi, je serai aussi votre relais. Donc, servez-vous du chat si vous avez des choses que vous voulez partager. Je les transmettrai à nos invités pendant le chat. Et puis, on se gardera à partir de 11h10 une petite dizaine de minutes pour échanger. Bonjour, Cathy Ensenheim. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Mon cerveau est hyper, dans lequel vous parlez à la fois des profils HPI, mais aussi de l'hypersensibilité. Donc, on va voir avec vous un petit peu les différences entre tous ces termes hyper, pour mettre un petit peu plus de concret et de précision derrière. Et du coup, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes spécialisée en neuropsychologie. Tout à fait. Parfait. Belle présentation. Bonjour Fanny Marais. Bonjour Fabienne. Alors, vous êtes coach certifié, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Hypersensible, 10 séances pour bien vivre sa singularité, 10 séances d'auto-coaching, pardon, pour bien vivre sa singularité au travail. Donc, avec vous, on s'intéressera plutôt aux adultes et au monde professionnel. Et votre livre est sorti il y a quelques semaines aux éditions Vibert. Bienvenue. Merci. Bonjour Catherine Vies. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui n'est pas encore sorti, mais on peut déjà dire qu'il sortira le 9 juin. Donc, notez dans votre agenda pour tous les parents en quête de réponses pour leurs enfants. Le livre s'appelle Je suis hypersensible et alors? L'hypersensibilité expliquée aux enfants. C'est chez Debook et il sort donc le 9 juin. Et vous êtes infirmière de formation. Vous avez 3 enfants HP. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de partager votre expérience au quotidien de maman, au-delà de professionnelle. Et vous êtes aussi directrice d'une école alternative, justement dédiée à ces enfants HP. Donc, il y aura plein de choses à partager du quotidien. Donc, ça, c'est aussi super d'avoir vos retours d'expérience. Alors, pour commencer, moi, j'ai une première question pour vous, Cathy. Quand on parle d'hypersensibilité, on peut mélanger parfois avec les HPI et on ne voit pas très bien la différence. Et ça joue peut-être encore plus, là, ces dernières semaines, avec le succès d'une série qui marche, qui cartonne en France, mais aussi en Belgique, qui s'appelle justement HPI. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, c'est quoi l'hypersensibilité et en quoi c'est différent des hauts potentiels? Voilà. Alors, donc moi, j'ai décidé de regrouper les deux parce que je me suis intéressée aux causes, c'est-à-dire aux particularités cérébrales qui sous-tendent ces fonctionnements. Donc, l'hypersensibilité n'est pas un trait de caractère, ce sont des particularités cérébrales qui font en fait que le cerveau tourne plus vite et plus fort dans certaines zones. Donc, pour l'hypersensibilité, c'est les zones émotionnelles et sensorielles. On dit toujours, on associe souvent ça à la gestion des émotions, mais c'est aussi la gestion des sensations. Et pour le côté HP, c'est une des zones qui tourne plus vite, entre guillemets, et plus fort au niveau en fait intellectuel. Donc, ces particularités cérébrales vont entraîner en fait des forces, c'est-à-dire qu'un cerveau qui tourne plus capte plus. Donc, dans le cas de l'hypersensibilité, il y aura un meilleur traitement de tout ce qui est émotionnel et sensoriel. Donc, ça donne une acuité, un décodage du langage non verbal, une empathie, une capacité de sentir les ambiances. Au niveau sensoriel, ça va aussi donner en fait des sens exacerbés avec toute une série en fait de captations plus importantes. Maintenant, il y a aussi toujours évidemment le revers de la médaille. Un cerveau qui capte plus a aussi plus de chances de pouvoir saturer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut pas traiter quand il y a trop d'infos. Et donc, dans le cas de l'hypersensibilité, ça va donner en fait une saturation au niveau émotionnel avec des exacerbations en fait d'émotions. Et au niveau sensoriel, ça va donner quelque chose qui est très fréquent et qu'on oublie souvent, c'est des hyperesthésies, c'est-à-dire des sens qui vont saturer. Donc, les sens qui sont les plus fréquents, c'est par exemple l'audition, quand il y a des bruits de fond, on a une meilleure acuité, donc ces bruits-là, on va les entendre, mais quand il y en a trop, en fait, le cerveau va saturer et ça va devenir tout à fait intolérable. Au niveau des odeurs, c'est la même chose. Au niveau tactile aussi, au niveau de l'hypersensibilité, on a des attraits pour certaines matières, les petits bébés, par exemple, tout ce qui est un peu plus chaud, ils aiment beaucoup, mais au contraire, quand il y a des saturations,
ça va devenir vraiment des intolérances en fait tactiles, même parfois des allergies. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est plus général, c'est pour ça que j'ai appelé les cerveaux hyper pour faire référence à ces hyper réseaux neuronaux, c'est qu'un cerveau qui tourne plus va en fait consommer plus. Et donc, il y a en fait toutes des modifications physiologiques que j'explique beaucoup dans mon livre et auxquelles je suis très attachée aussi de mettre en avant, qui font qu'en fait, un cerveau hyper qui soit au potentiel ou qui soit hypersensible a plus de risques en fait de dérèglement physiologique par cette surconsommation et donc des troubles très fréquents comme par exemple des troubles du sommeil, des kilos émotionnels, des addictions au sucre et plus globalement une fatigue chronique et un burn-out. Donc c'est vraiment ce risque de saturation et ce dysfonctionnement physiologique qui, selon ma conception en tout cas, sont également très importantes à prendre en charge. D'accord. Et quand on est hypersensible, on n'est pas forcément HPI. Ça va Alors, pas c'est exactement, voilà. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, la fameuse série là, qui cartonne actuellement, c'est vrai qu'en fait, donc, on peut chacun avoir soit les zones intellectuelles, on sera plutôt HP, soit les zones émotionnelles et sensorielles, on sera hypersensible, soit les deux. Il y a autant en fait d'HP ou d'hypersensible qu'il y a en fait de zones qui peuvent être un peu beaucoup passionnément activées. La fameuse série, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle cartonne bien sûr, mais il y a aussi des polémiques. Déjà, il y a une petite confusion parce que c'est vrai qu'on appelle ça HPI, mais il y a plusieurs traits en fait qui sont mis en avant et qui en fait concernent plutôt l'hypersensibilité. Donc cette série est très intéressante parce qu'il y a un personnage très attachant. Elle met en avant les quelques particularités de fonctionnement du haut potentiel qui sont ses capacités à capter plus vite des informations, à faire des liens, à avoir des vitesses d'exécution. Mais c'est vrai que tout ce qui est plutôt décalage social, gestion des émotions, côté un peu maladroit en fait, qui est plutôt lié à l'hypersensibilité. Et c'est tout le problème de cette série aussi, c'est simplement une maladresse dans le titre. La série en tant que telle, le personnage est très attachant, c'était pas non plus le but de faire une description scientifique sur le sujet, mais c'est vrai que le titre fait référence au HPI, ça donne un côté très sérieux, c'est quand même un diagnostic en fait, avec derrière quelque chose qui est beaucoup plus léger. Mais sinon, en fait, voilà, c'est un personnage attachant avec quelques traits de base et puis il ne faut pas le prendre tout plus que ça, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ça reste une fiction aussi derrière. Voilà. Chacune, est-ce que vous auriez une idée reçue sur l'hypersensibilité qui vous agace un petit peu ou un stéréotype que vous voudriez un petit peu tordre d'entrée de jeu par rapport à l'image qu'on peut avoir de l'hypersensibilité? Fanny, qu'est-ce qui vous vient spontanément, l'idée reçue? Peut-être le fait qu'on pense que c'est une spécificité féminine, puisqu'on a longtemps associé, je dirais, les émotions à une émotivité féminine, alors qu'en fait, il n'en est rien. A priori, si on regarde les études, il y a autant d'hommes qui seraient hypersensibles que de femmes hypersensibles. Simplement, au niveau éducationnel, on sait très bien que, mais peut-être que Catherine en parlera mieux que moi, que quand on a une éducation genrée, on explique bien aux petits garçons qu'il ne faut pas pleurer parce qu'il faut être costaud. Heureusement, ça bouge, mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, une des conséquences, c'est qu'on a l'impression que la sensibilité élevée, c'est l'apanage des femmes. Alors, pas du tout. Catherine? Oui, c'est un peu ça. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'énerve. Ou alors, c'est le mot chochotte qu'on dit aussi, ou le mot oh, de toute façon, il est trop, elle est trop, c'est trop, toujours trop. Du coup, ça m'agace un peu en fait de l'entendre parce que c'est juste fatigant. Alors, c'est peut-être trop, mais c'est toujours dans un côté négatif, alors qu'en fait, c'est juste une façon d'être et de ressentir et qui du coup devrait être de la même manière que quand on est myope ou quand on est blond ou roux, quoi. Donc, Oui. voilà, c'est des petits mots comme ça qui, et justement, comme Fanny dit, alors tu dis que ça bouge, oui, peut-être pas assez. Parce que du coup, dans le quotidien, on le voit beaucoup encore. Hein. Et Cathy? Mais moi, oui, en fait, moi, c'est peut-être plus global, mais c'est vrai que ce qui m'énerve toujours un petit peu, c'est ces listes de traits, en fait, psychologiques, parce que ça donne une idée de profil unique, et c'est ce qu'on disait par rapport à la série, alors qu'en fait, il y a des milliers de combinaisons possibles dans les fonctionnements, et on ne peut pas résumer ça, en fait, à un type de profil où on pourrait aller se reconnaître. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de patients disent en consultation, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans tout, et heureusement, c'est normal, il y a des milliers de profils possibles.
Catherine, on a peut-être des parents qui nous regardent et nous écoutent. Quand on a un enfant qu'on pense qu'il est hypersensible, comment savoir si son enfant est hypersensible et comment lui en parler sans pour autant en faire peut-être une obsession au quotidien ou le mettre toujours dans une case? Qu'est-ce qui doit peut-être déjà alerter ou faire tilt aux parents? Alors, déjà, savoir, ce qu'a dit Cathy, c'est qu'il y a quand même plutôt 2 versants, en fait, je pense, dans l'hypersensibilité. C'est que, est-ce qu'on parle de l'hyperémotivité, donc au niveau des émotions, ou est-ce qu'on parle de l'hypersensibilité au niveau des sens, donc ce qu'on appelle l'hyperesthésie? L'empathie, en fait partie, mais je pense que c'est plus au niveau émotionnel. Donc il y a vraiment ces 2 versants-là au niveau des enfants aussi. Donc, c'est des enfants qui, au niveau de l'émotivité, on va s'en rendre compte parce que c'est des enfants qui pleurent beaucoup, même bébés d'ailleurs, déjà, en fait, en tant que bébé, on peut des enfants qui sont beaucoup plus sensibles, donc qui pleurent énormément, on ne sait pas forcément pourquoi, des enfants petits aussi, ou alors qui vont prendre énormément la journée, du coup, au niveau des stimuli, qui vont être hyper stimulés et qui ne savent pas trop quoi en faire, qui les reprennent pour eux et après le soir ils déchargent énormément, donc des enfants qui font ce qu'on appelle des crises, certains parents appellent des caprices, enfin, des grosses crises du soir, vraiment des décharges émotionnelles. Ça c'est parce qu'ils ont emmagasiné toute la journée beaucoup de stimuli, puis voilà, ils ne savent pas quoi en faire. Donc c'est des enfants qui ont besoin d'être beaucoup rassurés aussi. Donc ça c'est le versant émotionnel. Et après au niveau des sens, il y a un rapport aussi au corps qui est parfois un peu compliqué. Donc, ce sont des enfants qui, même quand ils vont tomber dans la cour, par terre, avec des bobos, qui vont avoir des réactions totalement trop, ce que je disais tout à l'heure, du coup, on se dit que ce n'est pas forcément adapté à la situation, en tout cas au niveau de la norme qu'on attend. Donc, ça aussi, il faut se poser des questions en disant mais pourquoi il est toujours trop et après, des enfants qui ont des difficultés au niveau des textures, au niveau des habits, des coutures de chaussettes. Ça, voilà, c'est typique aussi. Ou alors au niveau du goût aussi, au niveau de l'alimentation, avec pareil, les textures, avec des enfants qui ont vraiment beaucoup de difficultés à manger beaucoup de choses nouvelles. Voilà, après, c'est ces 2 versants-là où on peut se dire, bah, tiens, là, quand même, il y a des réactions qui ne sont pas forcément attendues par la norme. Ouais. Et comment savoir quand aller consulter, quand ça devient au quotidien, justement, que ce trop devient gênant, qu'est-ce qui doit, là aussi, peut-être alerter les parents sans pour autant s'alarmer pour tout Oui, quoi? parce que, alors, je ne sais pas, Cathy en parlera peut-être, mais alors consulter, pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller consulter pour une hypersensibilité, parce que c'est juste vraiment des particularités et des sensations et une façon de fonctionner, finalement, un peu comme le haut potentiel, là, sur le coup. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une pathologie, en fait, c'est juste une façon de fonctionner différente. Donc, consulter, je n'en vois pas l'intérêt, sauf si ça devient vraiment trop intense dans sa vie, c'est si l'enfant n'arrive plus du tout à vivre avec, ou si par exemple il s'enferme un peu trop. Ce sont des enfants qui sont quand même souvent réservés parce qu'ils observent énormément, du coup pour emmagasiner, c'est un peu des scanners aussi de tout. Mais donc si ça devient trop compliqué dans la relation aux autres, ou ils n'arrivent pas du tout à s'en sortir et à prendre sur eux, mais je pense que si on le prend en charge au quotidien, qu'au niveau des parents, avec une écoute, une communication bienveillante, et le fait de se dire, bah voilà, c'est quelque chose qui t'appartient, qui fait partie de toi, et tu peux très bien vivre avec, et il y a des petits outils pour, et puis il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas forcément de raison de consulter. C'est adopter la posture, en effet, des parents, c'est intéressant, c'est ça que Les accompagner, en tout cas, oui. oui, oui. Cathy, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste, oui, exactement, Catherine, très rapidement. Donc, il n'y a pas de diagnostic officiel de l'hypersensibilité pour ceux qui ne seraient pas en fait au courant, c'est qu'il y a des choses sur Internet ou autre, mais c'est vraiment un bilan qualitatif, et Catherine l'expliquait très bien. Par rapport à la nécessité de consulter, pour moi, c'est vraiment en fait quand il y a des problèmes, et
souvent, c'est aussi pour déjà rassurer les parents, leur expliquer ce que Mm. c'est, leur expliquer qu'en fait, aussi, ils ne projettent pas non plus ce qu'eux ont tellement vécu, puisqu'il y a aussi un côté génétique, que les choses ont beaucoup changé, que c'est un fonctionnement, qu'il n'y a rien à voir. En leur expliquant pourquoi, souvent, en fait, ça permet déjà de rassurer. Et après, il y a un deuxième point que Catherine évoquait aussi, en tout cas, que moi, je fais en consultation, c'est que parfois, les enfants, rien qu'en leur donnant des petits trucs, qui sont des petits trucs bêtes, en fait, mais qui permettent, en fait, de les calmer plus vite ou d'éventuellement, ça change déjà beaucoup. Mais c'est vrai que pour les enfants en tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de faire des longs parcours psy, ça les stigmatise. Il faut surtout leur dire que voilà, ils sont différents comme tout le monde est différent, ils ont des forces, ils ont des faiblesses et leur donner des petits outils pour les faiblesses. Mais par contre, les parents, là, c'est important de pouvoir en fait leur donner des explications, les rassurer sur le fait aussi que ça se stabilise. Un enfant, son système nerveux n'est pas stabilisé avant 12 ans, sa capacité de prise de distance le lobe frontal, c'est 16 ans. Donc, je veux dire, tout ça évolue, quoi. Et un petit loulou à 6 ans, 8 ans, moi j'ai beaucoup de demandes à ce niveau-là. Bah, je veux dire, à part une consultation pour expliquer un petit peu et donner des outils, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre qu'il trouve sa façon de fonctionner, quoi. Oui. On a Eric qui nous demande si les TOC peuvent être un indicateur pertinent par rapport à l'hypersensibilité. Ok, Je sais pas, moi, comme tu veux, vas-y, Catherine. Ça peut être un indicateur, mais ça veut dire que c'est déjà bien ancré chez les enfants. Je ne sais pas si c'est par rapport aux enfants la question, Oui. mais c'est que là, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à comprendre et qu'il n'arrive du coup pas à gérer. Donc, bon, là, c'est bien d'aller consulter si ce sont des vrais TOC, hein, parce qu'après, on peut appeler les TOC, là, sur le coup, c'est vraiment une pathologie. Et ça veut dire, effectivement, il y a trop de stimuli et après, les enfants n'arrivent plus du tout à s'en sortir. Et donc là, il y a des ritualisations qui se mettent en place et après, ils ne peuvent plus s'en sortir. Donc là, il y a besoin d'aide. Voilà. Après, donc ça, c'est effectivement, ça veut dire que là, il y a un travail à faire derrière plus conséquent que juste gérer l'hypersensibilité. Enfin, Cathy, peut-être que tu veux... Oui, ça peut être aussi des tocs ou des tics. De nouveau, il y a ce système nerveux qui est modifié, en fait, puisque c'est le moteur en fait, du cerveau. Et donc, c'est vrai que chez les petits loulous, comme le système nerveux n'est pas encore tout à fait stabilisé, il peut y avoir des décharges en fait, physiques qui peuvent devenir des tics. Alors, il y a aussi les couvercles émotionnels qui, s'il y a un peu de fatigue, là on revient à un côté physiologique, ben, sautent plus et donc ça peut donner des montées anxieuses qui vont chez les petits en fait se traduire aussi au niveau nerveux. Parfois, c'est des procédés défensifs. Si par exemple on est HP, ça permet aussi de pouvoir très jeune déjà un peu contrôler ou masquer le côté hypersensible. Et donc, chez les petits loulous, par exemple, la mise en place de routines de manière excessive peut aussi être un super procédé défensif, un peu brut. Mais je veux dire, il faut vraiment décoder, comme le disait Catherine, c'est pas parce que il y a des rituels et, qui peuvent faire penser à des tocs ou même des tics en fait physiques que pour ça direct c'est des pathologies. Il y a aussi chez les enfants en tout cas des stabilisations avec l'âge qui vont faire que parfois, voilà, par un coup de fatigue, parce qu'il y a des stress, parce qu'il y a des choses qui doivent externaliser des accumulations, ben, ça peut se traduire physiquement, quoi. Très bien. Fanny, on parlait des enfants, mais quand on est adulte et qu'on se pose des questions sur son éventuelle hypersensibilité, à quoi on doit peut-être faire attention? Qu'est-ce qui doit nous interpeller et comment savoir si on est hypersensible? Beaucoup de gens aujourd'hui se posent ce genre de questions. Alors, comme le disait Cathy, c'est un bilan qualitatif, hein. Donc, il existe des tests qui sont en fait des questionnaires. Il y en a un qui a été fait par Hélène Aron. C'est la première personne à avoir parlé disons, de cette typologie de highly sensitive person. Et c'est de là d'où nous vient la traduction d'hypersensible. Il y a Saverio Tomasella aussi, qui est un des spécialistes français, qui a aussi fait un test et on les a exposés, entre guillemets, sur l'observatoire de la sensibilité. Maintenant, voilà, ça reste de l'ordre du bilan qualitatif. C'est vrai que parfois, j'ai aussi l'impression, comme disaient Cathy et Catherine, que le test, c'est aussi bien soit pour les parents, soit pour les accompagnants professionnels. Donc, finalement, j'ai aussi la sensation que les personnes hautement sensibles se sentent hypersensibles, puisque j'en reviens à ce qui a déjà été dit, hein. Il y a cette question de charge sensorielle dans un premier temps, et donc on peut ressentir des choses. Ensuite, ça peut aussi entraîner malheureusement parfois un sentiment de décalage,
âge. Donc, c'est de là qu'on commence à se poser des questions, qu'il y a un peu une ébullition au niveau des pensées, parce qu'on se dit, c'est étrange, quand j'étais dans cette interaction, dans cette réunion au travail, moi, j'ai ressenti des choses, j'ai cru voir que l'interlocuteur de droite n'était pas du tout satisfait du sujet, et mes collègues me disent qu'ils n'ont pas du tout vu cela. Donc, est-ce que c'est moi qui vais trop loin? Est-ce que je surinterprète des choses? De là, on commence à se poser beaucoup de questions et ça peut entraîner aussi une intensité émotionnelle. Donc, je reprends vraiment les éléments qui ont été dits précédemment. Je crois qu'il y a un peu ces 3 grandes familles qui font que ça nous met sur la route. Et puis, c'est vrai que le bénéfice du fait que le sujet soit beaucoup adressé actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus. Alors, parfois, il faut faire un petit peu le tri dans les informations, mais ça nous apporte au moins des indicateurs pour qu'on commence à trouver un peu des bouts de réponse par rapport à ce mode de ressenti. Très bien. On a Marie-Ève qui nous demande, est-il important de faire le test pour savoir si la personne, alors on ne nous précise pas enfant, enfin, si adulte ou enfant, est HP ou pas? Quand est-ce qu'il est intéressant de faire le test, là du coup pour les HP, pas forcément pour l'hypersensibilité, Cathy? Il faut déjà savoir que le test en tant que tel, c'est aussi une polémique en fait. Donc, c'est une photographie à un moment précis en fait du fonctionnement cognitif. Donc après, ça varie en fonction de l'état dans lequel on est quand on passe le test. Il y a aussi des variabilités en fait d'un moment à l'autre. Alors, mon avis, mais ça n'engage que moi, c'est que le côté HP pur, sincèrement, ça ne pose pas énormément de problèmes, c'est plutôt des forces. C'est un problème quand c'est associé en fait à l'hypersensibilité. Donc, en tant qu'adulte, si ça rassure de faire un test pour éventuellement mettre des mots par rapport au côté HP et savoir si on est un peu beaucoup dans quels indices, voilà. Pour les enfants, par contre, je trouve que c'est intéressant parce que là, en fait, avoir une photographie du fonctionnement cognitif permet, sans le faire trop tôt non plus, de pouvoir compenser, éventuellement réguler en fait des faiblesses cognitives parce qu'il y a au niveau intellectuel des forces, mais il y a toujours des faiblesses, par exemple au niveau des saturations, des captations des informations intellectuelles, ça peut donner des dyslexies ou des dyscalculies qui n'ont rien à voir avec des troubles développementaux, qui sont vraiment en fait propres au fonctionnement cérébral, on peut le rééduquer. Et donc, par rapport à la question, c'est plus en fait selon le besoin de la personne. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus important d'éventuellement mettre en avant une hypersensibilité par un fonctionnement, par un bilan qualitatif, comme le disait Fanny, parce que c'est ça qui pose problème au quotidien. Et par rapport à là tout à l'heure, il faut savoir que les études montrent qu'il y a en général environ en fait 1 HP sur 5 est aussi en fait hypersensible. Donc, c'est pas non plus automatique quand on est HP d'être hypersensible. Donc voilà, donc l'idée du test, c'est si on a besoin pour mettre des mots ou des chiffres, même s'ils sont à prendre avec une nuance. Pour les enfants, c'est important pour faire cette photographie cognitive et avoir des explications par rapport à éventuellement des soucis scolaires, mais c'est pas une obligation, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et que ce soit nuancé par le professionnel qui le fait. Pourquoi c'est important, intéressant de s'intéresser à son hypersensibilité ou à celle de ses enfants et de l'essayer peut-être de l'apprivoiser plutôt que de la mettre de côté ou de la rejeter? Qu'est-ce que ça peut nous apporter de travailler, entre guillemets, hein, travailler sur notre hypersensibilité? Catherine ou Fanny? Parce que du coup, ça nous permet Alors, oui, j'ai pris la parole, désolée, Fanny. Pas de souci. Parce que ça permet, en tout cas, au niveau de l'enfant, de prendre conscience de notre fonctionnement. Et je rejoins Cathy quand elle dit c'est important de faire le test, même HP aussi pour les enfants. C'est vraiment super important de savoir en tant qu'enfant quelle est finalement la cartographie un petit peu de son fonctionnement, parce que ça permet de vraiment bien le prendre en charge au niveau de l'école. Du coup, nous, on s'en sert énormément en fait des tests. Ça permet de voir plein de choses et du coup de travailler sur les faiblesses. Pour l'hypersensibilité, c'est pareil, ça permet de voir comment l'enfant fonctionne et donc de lui donner vraiment des atouts et des façons de faire pour s'en sortir et puis au final pour s'épanouir, parce que c'est un peu ça quand même le but du jeu, c'est quand même d'être heureux, même enfant. Donc du coup de savoir faire et d'arriver à en faire une force, en fait, c'est tout bête, mais c'est sincère et c'est vrai. Et on peut vraiment en sortir beaucoup de choses positives, en fait, si on sait écouter cette sensibilité de toutes les parties de sensibilité et ne pas en faire quelque chose qui nous enferme et qui nous empêche de vivre, parce que ça peut être ça aussi si c'est vraiment pas du tout pris en charge et si c'est trop et si on se fait
mangé par cette hypersensibilité. C'est vraiment c'est primordial en fait de pouvoir savoir qui on est, de pouvoir écouter et de pouvoir avoir les outils pour pouvoir s'épanouir avec ça. Mm. Fanny? Alors, si je l'aborde sous l'angle du travail, je dirais que c'est en effet le constat de base qu'il faut faire. Qu'est-ce qui me pose le plus de problèmes au travail, en fait, dans mon quotidien, au niveau de ma haute sensibilité? Est-ce que, ce sont mes émotions qui font le grand 8? Est-ce que j'ai des relations de travail qui sont pas très harmonieuses? Est-ce que, j'ai un niveau d'énergie qui est, très bas? Puisque, Cathy en parlait, avec toute cette saturation, il y a, clairement une «fatigabilité» entre guillemets, à la fin de la journée et au cours de la journée. Donc ça peut avoir un impact, hein, entre, c'est la différence entre le fait d'être indépendant ou salarié, puisque quand je suis indépendant, je peux aussi gérer mes propres pauses. Maintenant, l'indépendance n'est pas non plus, la solution pour toutes les personnes hautement sensibles. Donc, je crois qu'il y a vraiment, son propre diagnostic à faire sur qu'est-ce qui me gêne finalement au quotidien et comment est-ce que je peux, réussir à, pallier ce problème et en tout cas, voir aussi les côtés positifs de mon hypersensibilité pour ensuite, comme disait, Catherine, en faire une force. Mm. Et Fanny, vous parliez des difficultés qu'on peut ressentir justement dans le monde du travail quand on est hypersensible. Quels seraient vos conseils pour les gens qui ne vivent pas forcément bien leur hypersensibilité, notamment dans le monde professionnel, ou qui rencontrent en tout cas des difficultés peut-être à l'exprimer au travail ou au quotidien? Alors, est-ce que la question porte sur le fait de traduire, à mes collègues ou à mon manager le fait que je ressens cette grande sensibilité? Oui, il y a comment on peut à la fois peut-être pour mieux la vivre, la partager, enfin en tout cas en faire part, mais aussi Mmh. parce que nous on sent que on sent l'hypersensibilité plutôt comme un frein dans sa vie. Mmh. Comment on peut faire pour essayer justement d'en faire plutôt une force ou en tout cas de mieux vivre avec? Alors, si je poursuis par rapport à ce que je disais avant, en tout cas pour ce qui est de la vie professionnelle, je pense qu'il faut vraiment arriver à définir la relation que l'on a au travail, que l'on entretient avec le travail. Déjà, quelle place le travail prend dans ma vie. Alors ça, c'est un diagnostic que tout le monde peut faire, mais je crois que quand on est très sensible, on va souvent attacher de l'importance à cette partie de nous, puisqu'on va la relier à nos valeurs. Va y avoir tout l'impact de l'environnement dont on parlait sur la partie sensorielle. Va y avoir bien sûr un impact au niveau, des émotions puisque, je peux ressentir les choses, très fortement. Donc après, est-ce que finalement j'en parle, à mes collègues quand je ressens quelque chose? La question à se poser toujours, c'est quelle est l'intention derrière en fait? On n'est pas du tout obligé de parler d'hypersensibilité. Déjà, si on parle de sensibilité, c'est une bonne chose, c'est quelque chose que tout le monde comprend et puis, au lieu de, disons, mettre un label, on peut aussi, expliquer les choses, de dire voilà, quand je suis dans l'open space, en fait, j'ai vraiment du mal à me concentrer et si je ne peux pas me concentrer, je peux vraiment pas travailler. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais sachez que ça m'empêche littéralement de travailler. Donc j'ai peut-être besoin de temps en temps de prendre, des journées de télétravail ou est-ce que je peux réserver une salle de réunion de temps en temps pour m'isoler? Est-ce que je peux m'organiser avec mon équipe si je suis manager pour qu'ils viennent pas me déranger, toutes les 5 minutes? Voilà, ce sont des petites adaptations que je mets en place, mais encore une fois, qui découlent du fait que j'ai réfléchi à ce qui me pose le plus de difficultés. Et après, est-ce que si c'est au niveau relationnel, comment est-ce que je peux apprendre à dire non? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile quand on est empathique, puisqu'on est très en lien, disons, avec ce que ressentent les autres. Donc, on essaye aussi de faire plaisir. Comment est-ce que je peux apprendre à faire des feedbacks à mon équipe? En intégrant finalement cette partie émotionnelle, dans mes ressentis. Voilà, il y a plein d'adaptations à mettre en place, mais ça dépend vraiment de ce qu'on a défini chez soi, en fait. À la base, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Catherine, qu'est-ce qu'on peut, pour si un enfant, si on sent que son enfant, soit ne vit pas bien son hypersensibilité ou que ça le freine, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent, pour, l'aider à le mieux vivre et en faire, idéalement une force, quelque chose qui lui servira plutôt que, desservira? Je pense qu'en dans un premier temps, il faut l'accompagner, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas le nier du coup, accepter que mon enfant est hypersensible, peut-être donc plus sensible que d'autres, et l'accepter sans aucun problème. Et à partir de là, peut-être essayer de faire ce que j'appelle moi la météo des émotions un petit peu tous les jours. En tout cas, l'aider à identifier déjà
au niveau des émotions, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a ressenti dans la journée, essayer de détricoter un petit peu tout ça tous les jours pour que ça devienne après un petit rituel sur le coup par jour, pour que l'enfant puisse comprendre qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a vécu et mettre des mots dessus. Vraiment le verbaliser, c'est important. Et après, arriver petit à petit, à force aussi à savoir que l'enfant parfois ressent des stimuli et des émotions qui lui appartiennent, mais avec l'empathie, comme en parlait Fanny, parfois ressent des émotions qui ne lui appartiennent pas forcément non plus, et savoir identifier qu'il y a certaines émotions qu'on ressent en tant qu'hypersensible qui sont à nous, et bon là, il faut savoir les gérer, et celles qui ne sont pas à nous, du coup, savoir aussi dire, bon ben voilà, ça ne m'appartient pas, ça c'est à telle ou telle personne qui s'est passé dans la classe, et donc du coup, les accompagner aussi par rapport à ça. Donc c'est un gros travail d'accompagnement, de gestion vraiment pure des émotions, mais qui va aider l'enfant vraiment à créer et à apprendre un peu à maîtriser tout ça petit à petit. Donc, voilà. Et par rapport aux émotions, il y a des choses super intéressantes. Il y a les livres, par exemple, de Gaston, La licorne, qui explique très bien les émotions avec une roue des émotions. Vous avez La couleur des émotions aussi, qui est un livre assez connu, et ça aide vraiment, voilà, quand on a des petits. Passer par la météo, c'est aussi top. Il y a plein d'outils comme ça qu'on peut Alors, oui, et si je peux me permettre aussi, dans le livre qui sort le 9 juin, il y a tout un jeu de cartes des émotions que j'ai créé et du coup qui permet justement de faire tout ça, de faire ce travail-là un peu tous les jours. Il y a aussi une notice explicative, il y a plein de petits jeux à faire en famille par rapport à ça. Dans ce livre, c'est vraiment un livre outil pratico-pratique avec plein de petits jeux à faire justement pour apprendre avec son enfant à gérer. Du coup, ça aide aussi la famille parce que, mine de rien, génétiquement, voilà, les chiens ne font pas des chats. Et donc, souvent, quand même, quand les enfants sont hypersensibles, il y a quand même pas mal d'hypersensibilité au niveau des parents. Donc, ça peut aider aussi les parents. Et après, du coup, à faire en sorte qu'ils soient mieux au travail, comme ça. Mais oui. Par le jeu, c'est top. Donc, je le redis, le livre s'appelle Je suis hypersensible. Et alors, il sort le 9 juin. Donc, c'est top de passer par le jeu aussi. Cathy, on nous demande à quel âge faire le test pour savoir si si son enfant est suspecté HP et hypersensible. Est-ce qu'il y a un âge à partir de... Je voulais juste très vite revenir sur ce que Catherine disait et par rapport à une Marie-Ève qui posait en fait la question de est-ce que c'est la mode, etc. Je pense que Fanny pour les adultes ou Catherine pour les enfants, il y a vraiment pour moi une notion extrêmement importante que vous avez relevée toutes les deux, qui est qu'il faut dédramatiser aussi en fait et vraiment axer beaucoup plus, que ce soit les tests, que ce soit les consultations, par rapport aux problèmes. Et là, je reviens sur ce que Marie-Ève demandait. C'est quelque chose, en tout cas, le côté haut potentiel, les singularités intellectuelles, elles existent depuis toujours, depuis l'Antiquité. L'hypersensibilité, comme le disait Fanny, ça fait 10 ans, en fait, qu'on s'y intéresse en termes de particularités cérébrales. Ça a amené, en fait, un grand changement par rapport à cette hypersensibilité, c'est de sortir de cette notion de pathologie, en fait, de faiblesse psychologique. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui fait que les gens du coup vont plus consulter, on commence en fait du coup aussi à pouvoir plus diagnostiquer, on peut aussi du coup faire des recherches, s'y intéresser, etc. Donc c'est pas un effet mode, c'est aussi simplement une modification en fait de la compréhension de ce que c'est. Moi je parle toujours d'hyperréactivité, j'utilise pas en fait le terme sensibilité, et ce qui fait qu'en fait maintenant les hypersensibles sortent de l'ombre et arrivent à beaucoup plus assumer, y compris dans le monde du travail, comme le disait Fanny. Il n'y a pas de honte à ça, c'est pas une faiblesse psychologique, c'est juste des particularités cérébrales. Et il faut vraiment dédramatiser et surtout déstigmatiser. Et très jeune chez les enfants, moi je ne connaissais pas le livre de Catherine, je l'ai découvert parce que justement j'en cherchais. C'est très important dès le plus jeune âge d'expliquer aux enfants avec des mots extrêmement simples qu'ils ont en fait un cerveau, c'est comme ça que je dis toujours, qui fonctionne de manière un peu particulière avec des super pouvoirs mais aussi des faiblesses, et il faut dédramatiser ça par des outils, expliquer que tout le monde a ses forces et ses faiblesses, et dès le plus jeune âge, parce que c'est ce qui va faire qu'à l'âge adulte ce seront des enfants qui auront déjà intégré ça, ils auront plus cette notion de faiblesse psychologique, d'être des martiens comme nous on a pu l'avoir dans la génération en fait précédente. Et donc pour répondre à la question sur le test, avec cette nuance qu'il ne faut pas tester dans un but en fait de supériorité, mais uniquement pour avoir une cartographie de prise en charge. Pour moi, le bilan HP, on le fait éventuellement en fonction des demandes de l'école d'ailleurs ou des problèmes en fait scolaires. Vers 6-7 ans, il n'y a aucun souci. L'hypersensibilité,
ben, je veux dire, avec de nouveau cette notion de système nerveux qui n'est pas en fait complètement intégré et stable, on peut voir quelqu'un pour diagnostiquer si c'est une vraie hypersensibilité, une hyperréactivité, et toujours avec une orientation solution. Et très petit. Moi, je ne les prends pas avant 8 ans parce que je considère qu'avant 8 ans, bah, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la réactivité. Voilà. Par contre, il y a des adultes, c'est très important, comme le disait Fanny, en fait, de pouvoir mettre des mots sur des difficultés, de pouvoir comprendre si on est hypersensible, éventuellement HP, parce que ça aussi, il faut se méfier. Il y a des gens qui me disent, moi, je ne suis pas du tout hypersensible, alors qu'il y a des hypersensibles dans la famille, et simplement, ils ont le côté HP qui masque, ils ont une distanciation émotionnelle, une intellectualisation qui permet de contrôler ce côté hypersensible. Mais souvent, après un burn-out, en fait, cette hypersensibilité explose parce qu'il n'y a plus de couvercle émotionnel, et c'est là qu'on se rend compte que la personne est aussi hypersensible. Donc voilà, ça répond un peu aux différentes questions. Voilà. Si je peux juste rajouter par rapport à l'âge du test, ça ne sert à rien de le faire trop tôt, même le test pour le haut potentiel, parce que honnêtement, ça n'a pas trop de sens, sauf s'il y a vraiment énormément de problèmes à l'école, mais c'est vrai qu'à partir de 6 ans, c'est bien, mais avant, ça n'a pas trop de sens de le faire. Oui, c'est important de le redire. Fanny, dans le monde du travail, est-ce que vous avez l'impression que ça bouge? On parlait Cathy disait les hypersensibles sortent de l'ombre. Est-ce que au travail aussi, on parle plus d'émotions, que les gens, voilà, est-ce que c'est moins tabou, je dirais, qu'avant? Oui, c'est exactement le parallèle que je me faisais en écoutant Cathy. Moi, je donne des formations aussi en entreprise. Alors, depuis 1 an à distance, mais justement, la notion des émotions à distance, elle est cruciale dans le management. Et je discutais avec des personnes d'un grand groupe récemment qui disaient, aujourd'hui, on parle des émotions dans les formations. Avant, on nous disait, les émotions, c'est à la porte de l'entreprise. Donc, c'est vrai que les choses changent. On parle aussi beaucoup, depuis 3-4 ans, des soft skills, des compétences douces, des compétences comportementales. On parle aussi d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est vrai que ça contribue à redorer, entre guillemets, le blason des émotions, pardon. Mais je continue quand même à entendre que on ne peut pas partager ses émotions au travail puisqu'on ne va pas parler de soi. Et en fait, on confond tout puisque parler de ses émotions, avoir une communication émotionnelle ne revient pas à parler de soi ou à parler de sa vie personnelle, en fait. On croit que du coup, quand on dit qu'il faut partager ses émotions, qu'on va partager sa colère, sa tristesse. En fait, dans la colère, par exemple, il peut y avoir de la frustration dans la façon dont un dossier a été géré. Et si on arrive à communiquer cette frustration à son manager, ça peut aussi éviter que la prochaine fois, le dossier soit traité de la même façon. Donc, heureusement, on arrive un peu mieux à communiquer sur ce sujet aujourd'hui. Ça dépend honnêtement, franchement, des structures, des volontés à la tête de l'entreprise. Je dirais que dans certaines structures moins hiérarchisées, c'est peut-être plus simple et en même temps, on peut entendre que dans certaines startups, c'est très compliqué aussi parce que finalement, il y a une espèce d'imposition du bonheur qui fait que parfois, on se force, entre guillemets, à être dans le partage et qu'on perd en authenticité. Donc, il n'y a vraiment pas de règle en fait. Il y a un sujet qui bouge, un sujet qui évolue, mais il y a encore du travail à faire, je pense. Ouais, ouais. Pour finir, avant de passer aux questions des participants, quels sont les écueils à éviter face à l'hypersensibilité pour soi, mais aussi pour les autres, notamment pour ses enfants? Si vous deviez mettre en avant un ou deux écueils, Cathy? Moi, il y en a un d'ailleurs pour les adultes ou pour les enfants, qui est indépendamment des outils dont vous parlez beaucoup mieux que moi, le côté préventif au niveau physiologique, parce que un cerveau hyper, quel que soit le volet, a ce risque en fait de dérèglements hormonaux et nerveux, y compris chez les enfants. Moi, mon plus jeune patient en burn-out, il a 8 ans et je veux dire, il est hypersensible, parce que quand on a moins de carburant, on va en fait beaucoup plus déborder. Donc pour moi, en fait, le conseil, et ce sur quoi je travaille énormément, c'est d'être très conscient en fait des signaux d'alerte de dérèglements nerveux ou de dérèglements en fait hormonaux. Alors bon, après moi j'ai fait des recherches qui font qu'il y a certains hormones qui sont spécifiques en fait ou spécifiquement déréglées chez les hypersensibles. Mais pour moi c'est vraiment ça et on n'en parle pas beaucoup. C'est toujours en préventif. Au niveau de son carburant. Et il faut y être très attentif, y compris chez des enfants. Et parfois, des enfants qui débordent beaucoup sont juste en fait fatigués. J'avais encore le cas d'une maman dernièrement où le petit garçon en Belgique, on a
les deux langues, en fait, faisait un double cursus. C'est un hypersensible, en plus, dans une école très traditionnelle qui ne fait pas du tout attention aux stimulations émotionnelles et aux saturations. Ce petit loulou, en fait, était épuisé par cette double langue, avec des problèmes émotionnels familiaux sur le côté. Et donc, voilà, et du coup, en fait, l'hypersensibilité explose. Donc, ce côté physiologique est pour moi vraiment aussi important, et d'autant plus quand on sait qu'on est hypersensible et qu'il faut être tout le temps en prévention. Donc, on n'attend pas d'être épuisé ou que ça déborde, on Voilà, agit de prévention, mais il vaut prendre les choses en amont. Ouais. directement, voilà, il y a des signes très précis et puis chaque fois on peut réagir. Ça, il faut apprendre aux enfants aussi ou aux adultes de pouvoir être conscient de cet aspect physiologique. Catherine? Oui, moi, il y en a deux qui me viennent là. C'est effectivement justement prendre en compte, même en tant que parent, la fatigabilité, comme a dit Cathy. Je pense que c'est peut-être le plus important au niveau des enfants, vraiment, parce que ce sont des enfants qui sont extrêmement fatigables. Et les parents ont du mal à l'entendre. Du coup, alors nous, par exemple, à l'école, on fait des semaines de 4 jours, parce que le mercredi, et je le dis aux parents, effectivement, le mercredi, c'est important qu'ils se posent et qu'ils aient besoin de moments où ils se renferment et puis du coup, ils reprennent un peu de l'énergie. Ils en ont énormément besoin. Donc ça, vraiment, c'est très, très important de l'avoir en tête, que c'est très fatigant. Et même dans la journée, il y a des moments où ils ont besoin on le voit d'ailleurs même maintenant, physiquement, on le voit, ils se décomposent. Ils ont juste besoin de s'isoler, d'être au calme, d'être dans leur bulle. Donc de créer sa bulle, ça c'est vraiment super important. Et après, la deuxième chose, c'est de se dire que, entre guillemets, de le nier au niveau des émotions. De se dire que, bon, bah oui, on a ressenti ça, oui, ok, je ne suis pas bien là-dessus. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Ça, c'est vraiment aussi important de se dire que ben non, en fait, ça passe pas. Alors moi, j'appelle ça, après, ça crée des boules noires à l'intérieur et du coup, après, ça sort et c'est dans ces moments-là que ça sort de façon toujours très inadaptée et toujours trop à ce moment-là. C'est parce qu'on n'a pas géré en amont les émotions. Donc, voilà, les deux choses importantes pour moi, c'est ça, c'est se dire qu'il ne faut pas le nier. Stéphanie? Je pense que ce qui peut être important, et moi j'aime toujours à le répéter, parce que c'était aussi un peu l'objectif du livre, hein, c'était disons, d'aller chercher et d'aller mettre en avant les côtés positifs de cette sensibilité élevée, et notamment au travail. Donc, Cathy parlait tout à l'heure d'orientation solution. En coaching, ça vise aussi à s'appuyer sur les potentiels, les forces de la personne, et de se rendre compte qu'en fait, bien qu'il y ait des obstacles, on est en mesure d'aller chercher soit en interne, soit en externe, en s'appuyant sur d'autres personnes ressources, par exemple au travail. Hein, ça peut être important d'avoir quelqu'un avec qui on échange en toute transparence. On est capable de dépasser ces obstacles. Si on regarde par exemple Catherine parlait tout à l'heure de la surempathie et que ça peut être en effet l'écueil. De l'autre côté, on voit que l'empathie, c'est aussi ce qui nous permet d'être en lien de façon absolument authentique avec les gens. Les managers authentiques sont les managers empathiques, pardon, sont des personnes qui vont être, c'est vrai, qui vont être à l'écoute de leurs propres émotions, mais du coup des émotions aussi de leurs équipes. Donc, sont souvent des personnes qui vont anticiper. Quand on parle d'anticipation, on parle aussi d'intuition. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. On est en réunion et puis on sent que la personne qui est à notre droite n'est pas du tout réceptive à ce qu'on vient de dire à cet instant T de la présentation. Donc, on se dit que peut-être pour la prochaine fois, il va falloir aller creuser ce point parce qu'on sent que peut-être là, ça peut bloquer. Donc, le fait d'être attentive ou attentif à ces stimulations en fait externes, ça permet aussi de décoder pas mal de choses et d'anticiper pas mal de choses. Donc, finalement, être sensible, c'est aussi être créatif dans le sens où on peut anticiper les choses et puis les voir un petit peu autrement. Donc, ça permet aussi d'aborder, disons, des dossiers, par exemple, au travail sous un autre angle. Donc, moi, je pense que c'est important d'aller regarder de l'autre côté de la pièce pour voir aussi ce qui peut être positif dans tout ça et s'appuyer sur cela plutôt que de se concentrer sur tout ce qui pose problème. Ouais, très bien. Cathy? Je voulais juste, parce que vous avez toutes les deux parlé de quelque chose que je trouve essentiel. On était fait aussi pour se rencontrer c'est cette hyper réactivité.
sensorielle. Fanny en parlait par rapport aux open space, Catherine en classe. On ne peut pas changer un cerveau. Donc, un cerveau qui est hyper réactif ou hypersensible sensoriellement, la gestion des émotions, on peut encore avoir des outils pour travailler dessus, mais l'hyperréactivité sensorielle, pas. Donc, après, il faut l'accepter pour en faire des forces. Dans le monde de l'entreprise, je connais moins, mais c'est vrai que les open space sont une aberration pour des hyperréactifs. En classe, Catherine en parlait, moi je fais beaucoup de formations dans les écoles, c'est simplement en fait accepter, d'autant plus si l'école est ouverte, que voilà, un enfant qui est hyper réactif sensoriellement, comme je dis toujours, il y a une mouche qui passe, il va la voir. Donc il y a des organisations en classe, on peut mettre un enfant par exemple qui est hyper sensible, tout à l'arrière de la classe, où il va avoir toutes les stimulations visuelles de ses petits copains devant qui papotent. Si on le met près d'une fenêtre, je veux dire, lui, il va d'autant plus en fait percevoir le moindre mouvement. Donc c'est vrai qu'en fait c'est aussi et dans le monde de l'entreprise également, connaître en fait ses spécificités. Pour l'hyperréactivité, c'est important de comprendre ses faiblesses, entre guillemets. Si on n'aime pas la foule et qu'on est hyper réactif quand il y a beaucoup de bruit, on ne va pas aller se mettre dans des concerts avec 1000 personnes. Il y a aussi une adaptation dans la connaissance de soi qui n'est pas du tout pathologique, qui n'est pas, je veux dire, phobique, et les organisations en classe et les organisations au travail qui feront que la personne fonctionnera beaucoup mieux. Parce que si elle n'est pas en fait saturée, elle a des capacités énormes, comme le disait Fanny, de faire des liens, de conceptualiser, de sentir, des intuitions. Donc, c'est vraiment se connaître, en fait, et l'accepter, et puis agir en fonction. Il y avait une question de Stéphanie qui est intéressante. Est-ce que dans notre société où nous sommes en permanence stimulés, avec notamment les réseaux sociaux, les téléphones portables, tout ce qui est hyper-connexion, est-ce qu'on est forcément, est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on peut le devenir avec la société dans laquelle on vit et elle a une expression marrante, est-ce que ça peut s'attraper, entre guillemets, plus tard dans la vie à cause d'un environnement ou pas forcément à cause d'ailleurs, ou grâce à l'environnement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est hypersensible depuis tout petit? Il y a des statistiques très claires. Donc, l'hypersensibilité, en fait, est génétique à plus ou moins 40 à 50%. Le haut potentiel, c'est 70%. Donc, il y a bien sûr, comme le disait Fanny au tout début, et c'est très important, l'influence du milieu. Donc, pour l'hypersensibilité, il y a une espèce de matériel de base qui est cette espèce de réactivité. Maintenant, en fait, le milieu va avoir un peu plus d'influence que le côté HP. Si, par exemple, le milieu est stimulant, positif, je veux dire, l'enfant va apprendre toutes les forces de son hypersensibilité. Dans le cas de l'hypersensibilité, si le milieu est insécurisant, pour plein de raisons, ça va exacerber en fait l'état d'alerte, l'hyperréactivité, et donc ça va encore exacerber ces saturations, éventuellement ces hyperesthésies. Donc là, il y a vraiment un aspect génétique très clair et une influence du milieu, comme on disait, qu'il faut prendre en compte au niveau psy dans des milieux insécurisants, mais aussi au jour le jour, comme le disait Fanny ou Catherine, en classe ou en entreprise. Et du coup, par rapport à la question, à mon avis, si on se rend compte qu'on est hyper sensible à 40 ans, parce qu'on n'en peut plus, qu'on est trop stimulé, c'est de toute façon de base quelqu'un qui est hypersensible de naissance, mais qui du coup a réussi à vivre sans s'en rendre compte ou à essayer justement de le nier, de faire en sorte que sinon ça va aller, jusqu'à un moment donné où ça craque. Du coup, sur l'hypersensibilité ou alors du coup sur les burn-out, des choses comme ça. Mais bon, on est hypersensible, on ne devient pas. Très bien. Merci beaucoup. On va essayer de rendre l'antenne entre guillemets à l'heure. Donc, je vous redonne une dernière fois les titres des livres pour que vous alliez du coup en librairie les découvrir. Alors, Catherine Vièche, vous êtes l'auteur de Je suis hypersensible et alors, l'hypersensibilité expliquée aux enfants. Un ouvrage, vous l'aurez compris, très pratique aux éditions de Bec et il sort le 9 juin. Catherine? Et aussi, je suis un zèbre et alors qui est sorti l'année dernière. C'est vraiment 2 livres, je me permets d'en parler parce que c'est vraiment 2 livres qui sont complémentaires, ouais, vraiment. Très bien, avec une logique très pratique et on l'a redit aussi de jeu qui est très intéressante. Cathy? Et c'est de book, en fait. Je sais qu'en France, on dit souvent, mais donc voilà, en Belgique, on dit de book et carrefour. C'est vrai. Et alors, du coup, Cathy NSAM, votre livre Mon cerveau est hyper, aux éditions de Book aussi. Et là, c'est intéressant parce qu'on va au-delà aussi de l'hypersensibilité. On aborde aussi le côté HP. Donc, allez-y, foncez, Mon cerveau est hyper. Et pour finir, Fanny Marais, on vous retrouve aux éditions Viber. Donc, le livre s'appelle Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. Et donc là, on s'adresse plutôt aux adultes pour bien vivre son hypersensibilité dans le monde professionnel et en faire une
une force, on l'aura compris. Merci à toutes les trois, c'était très agréable de passer ce temps avec vous. Et Merci Fabienne. Même. Merci. avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, c'était très agréable avec beaucoup de participation. Donc un grand merci et passez une bonne journée entre la Belgique et la France du coup. Merci. À au revoir. bientôt. Sous ce beau soleil. Au revoir. Au revoir à tous.